Le comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie du coronavirus a tenu ce matin à la primature sa 27e session. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, dont la gestion de la riposte et les questions relatives à la vaccination. Ouma Jemila Moudanchirou est à côté au glace. Cette réunion du comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie de la COVID-19 a permis de faire la situation de la pandémie dans l'espace CEDEAO et au Niger par rapport à l'état de mise en œuvre de la réponse sanitaire. La session a également évoqué l'état d'avancement de la vaccination. Note de réconfort, la tendance actuelle du taux d'incidence hebdomadaire de la maladie est toujours à la baisse. En ce qui concerne la vaccination, il faut relever que la deuxième dose a commencé à être administrée depuis le 19 avril. Le déroulement de la vaccination, comme vous le savez, le 29 mars 2021, le Premier ministre a lancé la vaccination nationale contre la COVID-19 et à partir d'hier 4 mai, pratiquement toutes les régions ont lancé cette campagne de vaccination qui est basée sur deux sortes de vaccins, le Sinopharm et l'AstraZeneca. Donc c'était l'occasion de faire le point au comité interministériel et proposer des recommandations qui vont être présentées au Conseil des ministres et par rapport à d'autres décisions à prendre pour non seulement améliorer la gestion de la pandémie de Covid-19, mais également améliorer la vaccination et faire en sorte que toute la population cible puisse être vaccinée pour avoir une immunité collective, puisque le virus est toujours en circulation au Niger. Vous avez, avec cette thématique des migrants, nous avons depuis ces derniers temps beaucoup de cas qui sont enregistrés autour de 10, 15, 20 par jour. Et c'est tous ces aspects qui ont été présentés au comité interministériel qui a apprécié et des propositions, des recommandations sont faites, en tout cas au Conseil des ministres. Les plus grands défis à présent posent sur la gestion des vagues de migrants au niveau de la région d'Agadez, l'insuffisance des ressources financières, l'appui de l'État pour la surveillance et la riposte. Cérémonie de passage de charges et de prise de service cet après-midi au niveau du Conseil économique, social et culturel CESOC entre le président par intérim sortant, Soumaïla Bagna, et le nouveau président Malam Legar Meirou. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Communication, chargé des relations avec les institutions, des responsables du bureau du CESOC, des conseillers et du personnel administratif. Le nouveau président du CESOC s'est engagé à travailler sans relâche pour un CESOC fort, prospère et dynamique. Compte rendu, Nana Maria Moutari et Ablé Ali. Âgé de 56 ans, Malam Ligari Mayuru, ingénieur en génie civil, est le nouveau président du Conseil économique, social et culturel CESOC. Sa nomination est intervenue à l'issue des conclusions du Conseil des ministres du 30 avril dernier. Après la signature du document marquant ainsi la passation des charges entre le président entrant et sortant, ce dernier a tenu à présenter les félicitations du bureau du CESOC au président entrant pour sa nomination à la tête de cette institution, tout en réaffirmant leur engagement à l'accompagner dans sa mission afin de relever davantage les défis liés au développement économique, social et culturel du pays. Nous sommes d'autant plus honorés que vous êtes, Monsieur le Président, un des nôtres, un membre de notre Conseil, au demeurant déjà au fait du fonctionnement et des activités du CESOC. Point n'est besoin par conséquent, Monsieur le Président, de sacrifier au rituel de la bienvenue formelle en pareille circonstance, car ici vous êtes chez vous. La présente cérémonie consacre donc le passage de témoins entre deux membres d'une même famille. Mes collègues du bureau et moi-même entendons œuvrer avec vous dans une atmosphère sereine et empreinte de confiance réciproque qui a toujours caractérisé nos rapports de travail. Monsieur le Président, sous votre impulsion, je ne doute point que le CESOC connaîtra un souffle nouveau
permettant de contribuer davantage au développement socio-économique de notre pays. Le président entrant, quant à lui, entend redoubler d'efforts de l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Il a également exprimé sa gratitude au président de la République, Mohamed Bazoum, pour les choix portés à sa personne. Le premier souci qui m'habite en ce moment est celui de pouvoir être à la hauteur de la mission qui m'a été confiée. Et ce souci ne me quittera pas, Inch'Allah. Je prends ainsi, avec gravité, la mission qui m'est confiée et je mesure déjà les enjeux considérables qu'elle recouvre. J'accueille donc cette nomination avec humilité et je me réjouis de la confiance placée à ma modeste personne pour présider aux destinées de notre institution. Et c'est le lieu pour moi d'adresser une fois de plus, au nom du CESOC et à mon nom propre, nos sincères remerciements à son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, pour cette marque inestimable de confiance. Je salue l'action pragmatique et efficace déjà conduite par mon prédécesseur. Il a su donner au CESOC une identité remarquable. Je salue les résultats importants engrangés sous sa conduite responsable et engagée. Dans le même ordre d'idées, je sais aussi pouvoir m'appuyer sur les compétences internes des acteurs pour une meilleure conduite des activités. Aussi voudrais-je leur dire ici toute ma fierté de travailler avec eux et je compte sur leur franche collaboration pour défendre ensemble l'intérêt général. Malam Ligar Mayuru totalise à son actif plusieurs années d'expérience dans les secteurs publics et privés avec un accent particulier sur le secteur public depuis la dernière décennie. Il s'est engagé à fond dans chaque domaine des responsabilités tout en veillant à observer un bon niveau d'éthique et de respect des principes organisationnels, juridiques et institutionnels. Au vu de toutes ces qualités, l'on peut aisément dire que Malam Ligar Mayuru est apte à relever les défis. La coordinatrice du système des Nations Unies au Niger, Madame Louise Aubin, a effectué ce matin une visite au niveau du centre des scouts du Niger. L'objet de cette visite est de découvrir le mode de fonctionnement de l'association des scouts du Niger, s'enquérir des conditions de travail pour mieux asseoir un partenariat fructueux. Précision Hassim Ablaye et Suleiman Wali. Accompagné par Aboubakari Tal, représentant résident de l'UNICEF au Niger, et Ismaïla Mbengue, représentant résident de l'UNFPA, la coordonnatrice du système des Nations Unies a été accueillie par les chants et la présentation des différentes catégories de scouts. S'en est suivi une visite guidée des différents compartiments du centre, entre autres la bibliothèque, les bâtiments en chantier, les dortoirs et la radio scout 90.9 MHz qui émet à plus de 5 km à la ronde. Là, Madame Luce Aubin, avec beaucoup d'humilité, a répondu aux questions liées à cette visite. Point de chute, la salle de réunion où la délégation a eu droit à une présentation détaillée de l'association des scouts du Niger, une structure créée officiellement en 1993 et qui compte à ce jour 3197 membres dont 1502 filles. Une visite qui de tout point de vue aura marqué les esprits. Ça ne mérite qu'être encouragé. Vous incarnez des valeurs qui sont au plus profond des Nations Unies. Vous faites la promotion de valeurs comme la vie associative, communautaire. Vous incarnez aussi et vous mettez en valeur l'égalité entre garçons et filles, hommes et femmes. Vous faites la promotion de l'éducation, de l'information correcte et vérifiée dans le cadre de vos campagnes contre le Covid-19, dans le cadre de vos campagnes pour l'éducation de la jeune fille et du garçon. Et vous ne laissez personne pour compte. Le premier responsable des scouts du Niger a remercié les illustres visiteurs pour avoir honoré leur association. Il a aussi dévoilé les projets en perspective, à savoir la construction des infrastructures, les activités de sensibilisation sur l'éducation, la santé et l'autonomisation de la femme. Vous le savez, nous représentons plus de 65% de la population. Tout ne va se faire
qu'avec les partenaires. Il faut que nous-mêmes, nous démontrions notre volonté de changer les choses. Il faut que nous démontrions notre volonté de maîtriser la croissance démographique, notre volonté d'occuper la jeunesse par des emplois sains et des emplois permanents, notre volonté de démontrer qu'aucun développement n'est possible sans la femme au cœur. Et vous l'avez vous-même constaté, les répartitions de nos responsabilités ici dans ce centre, 60% des responsabilités sont confiées à des jeunes dames. Madame Louise Aubin et ses collaborateurs ont immortalisé la visite en apposant leur signature sur le livre d'or des scouts. Elle a enfin réitéré tout son soutien à la démarche des scouts du Niger. L'immeuble de l'uranium nouvellement construit est fruit de l'accord de partenariat stratégique entre l'État du Niger et Areva, actuel Orano, a fait l'objet d'une visite de la ministre des Mines ce mercredi matin. Madame Hussein Hadizatou Yakouba est allée découvrir cet immeuble 1R+3, symbole de 50 années d'exploitation de l'uranium au Niger par la France, qui va abriter le siège social de cette société opérant dans le domaine des mines. Habibou Abdraman et Gérard Ablaziz. Situé au centre-ville de Niamey, avec plus de 100 mètres de vue sur la route de l'aéroport international de Dori Hamani, l'immeuble de l'uranium dont les travaux de construction exécutés par la Sogea Satom sont achevés a reçu ce mercredi matin la visite de la ministre des Mines. À son arrivée sur les lieux, Madame Hussein Hadizatou Yakouba a été accueillie par le directeur général de l'immeuble, Bourema Suleiman, le responsable de la partie architecturale, à savoir le directeur général de l'atelier d'architecture et d'ingénierie AAI, Sani Bako, qui vont tout au long de la visite donner les informations nécessaires à la ministre des Mines. Fruit de l'accord de partenariat stratégique entre le Niger et Areva, actuel Orano, est construit sur un terrain de plus d'1 hectare sur un site de 4300 mètres carrés. L'infrastructure non encore équipée comprend en plus des espaces conventionnels de bureaux, des salles de réunion et de conseil, des espaces de détente et de restauration, des locaux de ménage et d'entretien, des archives et des magasins, des zones de contrôle et de sécurité, des poules chauffeurs et plantons, des locaux de service, infirmerie et salles de prière, des parkings visiteurs sécurisés, des parkings personnels, des locaux techniques, groupes électrogènes et transformateurs. La conception architecturale a été inspirée par, entre autres, une bonne implantation des ouvrages en fonction de l'orientation pour une meilleure protection solaire des locaux. Symbole de l'exploitation de l'uranium nigérien, l'immeuble de l'uranium a été construit par l'État du Niger pour abriter le siège social des sociétés opérant dans le domaine des mines, Areva Mines Niger, Somaïr, Cominac, Imouraren, Sopamine, CRGM et SGI. Ça fait quelques années que nous attendions, donc sur la base des accords que nous avions eus avec Orano, de voir la finition de cet immeuble. Dieu merci, aujourd'hui l'immeuble est là, imposant dans l'environnement de notre capitale Niamey-Niala. Et c'est un immeuble qui a bénéficié de toutes les nouvelles technologies, et notamment par rapport à l'économie d'énergie. Dans le cadre de l'implantation de cet immeuble, l'État a créé la société de l'immeuble Uranium, et cette société, c'est elle qui était au devant pour suivre avec le maître d'œuvre. Et aujourd'hui, nous avons toute la garantie que nous avons un immeuble qui remplit toutes les conditions de sûreté et de sécurité. Je voudrais inviter en tout cas toutes les sociétés partenaires à prendre les dispositions pour voir, dans la mesure du possible, d'ici la fin de l'année, faire vivre cet immeuble en l'occupant effectivement. Il faut noter que la construction de l'immeuble de l'uranium a été financée par Orano à hauteur d'un peu moins de 7,5 milliards de francs CFA, dont 50 millions de francs CFA pour les travaux Orsatom. La direction de la météorologie nationale a servi de cadre ce matin à Niamey à l'ouverture de l'atelier sur l'utilisation de l'information climatique et la mise en place d'un comité sur l'assurance agricole indicielle au Niger. Objectif, contribuer à la réduction des risques et catastrophes et faire connaître également la direction de la météorologie nationale ainsi que ses différentes prestations. C'est le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes qui a présidé les travaux. D'autres précisions avec Hawa Mamoudou et Ablé Ali.
Deux ministères clés, à savoir le ministère des Transports et celui de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, sont directement concernés par cet atelier. Il porte sur l'utilisation de l'information climatique. Objectif, renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Dans son mot, le ministre des Transports, Alma Oumarou, a loué cette belle initiative. Je voudrais, au nom de la direction de la météorologie nationale, vous féliciter pour l'initiative que vous avez prise dans le cadre de l'assurance indiciaire. Nous pensons, au terme de nos activités, des mesures idoines seront prises pour que nos populations puissent faire face aux catastrophes naturelles. Le représentant résident adjoint du PNUD au Niger a rappelé que la situation d'urgence et d'insécurité alimentaire ont considérablement contribué à éveiller les consciences quant au besoin d'investir dans la prévention des aléas naturels. Le transfert de risques comme outil de gestion des risques de catastrophe constitue une priorité stratégique pour le PNUD et est inscrit dans le document de programme pays de notre institution. L'assurance pour le développement ne se limite pas à la seule protection de la vie ou des moyens d'existence, de la santé ou du bien-être. Elle signifie aussi la création de nouvelles opportunités offertes aux ménages et aux individus d'investir autrement en sachant qu'ils sont protégés. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Lawan Magaji, a lui axé son intervention sur le transfert des risques de catastrophes à travers ce type d'assurance impliquant directement les producteurs. Les producteurs au Niger occupent une place importante dans le processus du développement de l'assurance indiciaire en étant au début et à la fin du processus. Et il disait déjà, il est là présent, en 2019, que la plateforme du Niger comptait déjà plus de 500 000 chefs d'exploitation familiale répartis dans 8 régions. Pour la plateforme, le président disait, les avantages de l'assurance indiciaire sont clairs, et il a cité au moins 2. Elle permet d'atténuer les risques liés à la sécheresse, à la forte pluviométrie et aux inondations, et deuxièmement, elle réduit l'exposition des producteurs aux prêts à taux usuraires. Il faut noter qu'à l'issue de cet atelier, un comité technique national sur l'assurance agricole indicielle au Niger sera mis en place. Le gouverneur de la région de Zender s'est rendu ce matin dans la commune rurale de Gangara. Objectif, prêcher le message de la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Détail, Mato Touraki et Abraman Maazou. Les conflits entre les éleveurs et agriculteurs sont un sujet de préoccupation croissant pour la région de Zender. Ils ont un impact dévastateur en termes de sécurité humaine. Ils minent les tissus sociaux et économiques et les relations traditionnelles entre les communautés. Cette rixe ayant opposé les deux acteurs du monde rural s'est passée dans un village situé à une trentaine de kilomètres de la commune rurale de Gangara. Cette querelle violente a malheureusement endeuillé les deux communautés en faisant 4 victimes. Le déplacement du premier responsable de la région de Zender avait donc pour objectif d'apaiser l'atmosphère et de trouver des solutions durables afin que ces derniers gèrent pacifiquement leurs relations. À l'entame de la rencontre, une fatia a été dite pour le repos éternel des âmes des disparus. Juste après, le maire sortant de la commune rurale de Gangara a relevé les conséquences fâcheuses de ces conflits pour le devenir d'un pays. Intervenant, le gouverneur Issa Moussa a rappelé que ces conflits découlent surtout de la compétition pour l'accès aux terres, à l'eau et à la nourriture. Face à cette situation, une plus grande attention doit être portée aux droits fonciers, à la gestion des ressources naturelles, au respect des couloirs de passage et à l'application des protocoles nationaux relatifs à la transhumance, a insisté le premier responsable de la région de Zender. A noter que plusieurs questions d'éclaircissement ont suscité des échanges ayant permis aux différents intervenants de s'appesantir sur les causes et conséquences de ces conflits
D'autres ont axé leurs interventions sur la prise de conscience des agriculteurs et éleveurs, le respect des couloirs de transhumance et la transparence de la justice face à ces conflits. Certains ont préconisé de communiquer sur les bénéfices mutuels du pastoralisme et de l'agriculture pour l'économie régionale. À l'issue de ces échanges, le gouverneur de la région des Anders a indiqué qu'il est indispensable que les mesures de prévention des conflits soient développées en associant tous les acteurs pour la préservation de leurs moyens de subsistance respectifs. Tenu ce matin à Niamey d'un atelier national de validation du document de programme de prise en charge de la réduction volontaire au Niger. Ce document dotera le Niger d'une stratégie efficace et efficiente pour la reconstruction du tissu social ébranlé par les conflits. Aminoutou Garba, Suleiman Boubaka. Cet atelier qui a réuni tous les acteurs de la consolidation de la paix a pour objectif de passer en revue et de mettre au niveau les mécanismes de gestion du programme de prise en charge de la réduction volontaire au Niger. Cet atelier marque une grande étape dans la collaboration entre l'OIM et le gouvernement du Niger sur le chemin recherche de la paix et de la stabilité au Niger. En effet, depuis 2017, l'OIM accompagne le gouvernement du Niger avec son programme de désengagement, dissociation, réintégration et réconciliation DDRR dans la région de Difa, qui s'inscrit lui-même dans le programme régional de DDR du bassin du lac Tchad, mis en œuvre en plus du Niger au Cameroun, Tchad et Nigeria. Le programme national de prise en charge de la réduction volontaire au Niger est un document majeur. Il est une initiative du gouvernement nigérien avec l'appui de la mission de l'Organisation internationale de la migration. Ce programme permettra de promouvoir une approche consensuelle et inclusive alternative au tout sécuritaire. Dans ce projet de document, nous allons passer en revue et mettre à niveau les mécanismes de gestion et de coordination du programme national, examiner un plan de campagne de communication pour la réduction, explorer la possibilité de construire des infrastructures afin de créer les conditions requises pour l'accueil, la formation, l'appui à la réinsertion et réhabilitation des personnes admises au programme, définir les modalités de suivi des personnes bénéficiaires des actions du programme auprès des communautés hôtes et mettre l'accent sur une gestion efficace et rigoureuse du programme, s'assurer d'un bon système de suivi, évaluation, capitalisation. Pour toutes ces différentes tâches, un plan d'action détaillé sur la période 2021-2025 nous a été proposé. Ce document constitue ainsi une grande opportunité pour traduire dans les actes la volonté politique affirmée d'associer à la réponse militaire une forte dose de dialogue comme fondement de la reconstruction du tissu social ébranlé par endroits par les conflits. Après l'installation des maires dans les arrondissements communaux 1 et 2 hier matin, le maire de la communauté urbaine de Niamey a continué à installer les maires dans les communes 3 et 4 dans l'après-midi d'hier et ce matin dans la commune 5. Compte rendu, Lawal Moutari Maïnassara. Après l'installation des maires d'arrondissement communaux 1 et 2, ce sont les communes 3, 4 et 5 qui ont reçu la délégation du maire de la commune urbaine de Niamey. Après la vérification des mandats et autres procédures préélectorales, c'est Hamadou Seydou, candidat du parti Lumana, qui remporte la mairie de la commune 3 avec 14 voix. Quant au 4e arrondissement communal, c'est Mme Fouta Maria Matiemogo qui est élue par ses pairs au poste de maire avec 15 voix. Dernière étape de ce périple, la commune 5 qui a reçu la visite ce matin de la délégation. Une fois le dispositif placé sous la supervision des huissiers de justice, des chefs coutumiers et du représentant du gouverneur de la région, le vote a débuté. Et c'est Mahamadou Muntari Harouna de Lumana qui sort gagnant avec 11 voix. Les différents arrondissements communaux ont à présent tous leurs responsables. Des véritables défis restent encore à relever sur plusieurs plans de la vie socio-économique de Niamey.
Le Comité international pour le développement des peuples, CISP, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne au Niger, a procédé ce matin au CES Aéroport au lancement des activités du projet en faveur de la prévention de la diffusion de l'infection à la COVID-19 et à l'atténuation et ses conséquences économiques pour les personnes et ménages vulnérables. Cette activité a été couplée à la première distribution de masques en tissu produits localement. C'est le secrétaire général du gouvernorat de Niamey qui a présidé cette double activité. Mariam Madakou et Imran Boubacar. À travers cette double activité, à savoir la distribution des bavettes et des kits de lavage de mains et le lancement, les activités de ce projet axées sur la prévention de la diffusion de la maladie à coronavirus. Il s'agit en effet pour la représentation de l'ONG, Comité international pour le développement des peuples CISP Niger, d'amener sa pierre à l'édifice dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Niger. Ces 10 projets s'inscrivent dans le cadre de la Convention Appui à la réponse Covid-19 au Niger, que l'Union européenne avait signée avec le gouvernement du Niger et s'intègre ainsi au plan global de réponse à la pandémie Covid-19 du gouvernement du Niger. Il est centré sur la production et la distribution locale des masques barrières faits en tissu lavable et réutilisable, à travers le travail à haute intensité de main-d'œuvre humaine. Pour poursuivre, encourager et soutenir la population nigérienne à se protéger contre la COVID-19 et aussi à faire face à ses conséquences économiques néfastes, ces projets financés au 100% à hauteur d'1 million d'euros par l'Union européenne sera mis en œuvre dans 2 régions de Niger, Niamey et Agadez, qui ont constitué les 2 principaux points d'entrée du bureau au Niger. Au niveau de l'Union européenne, qui est le principal partenaire du CSP dans la matérialisation de ce projet, l'on s'est dit RS de participer au lancement de ces activités. En tant qu'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous et discuter et contribuer ensemble à trouver des solutions à ce grand problème qui est la pandémie de Covid, cette maladie dont on ne connaît pas beaucoup de traitements et on connaît en outre qu'elle peut être très dangereuse. Donc nous sommes ensemble pour mettre en pratique des solutions pour prévenir cette maladie, pour faire en sorte que moins d'hommes, de femmes, moins de jeunes, moins de personnes âgées y tombent malades. Ainsi, en réceptionnant cet appui, le secrétaire général de la région de Niamey n'a pas manqué de remercier les généreux donateurs. Au nom donc du gouverneur de la région empêchée, au nom des populations de la région de Niamey, au nom des 7500 élèves de cette école, j'ai dit merci à l'Union européenne, merci au CISP pour cette aide qui va être très salvatrice pour nos enfants. Au nom donc du gouverneur, je vous remercie et je suis sûr que ces bavettes et ces kits de lavage des mains vont contribuer à éloigner davantage cette pandémie au niveau de notre pays. Aussi, à l'image de ses prédécesseurs, Bourem Zurkalaïn Meïga n'a pas omis d'inviter également ces jeunes Nigériens à aller se faire vacciner contre cette maladie qu'est la COVID-19. C'est pour prévenir. Et à propos de la situation du Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour se présentent comme suit. 23 nouveaux cas positifs de sexe masculin notifiés, dont 22 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 1 chez les alertes sur 337 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Niamey, 22 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 5218 personnes testées, 5309 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4811 guéris, 192 décès, 246 cas actifs, 100 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire
communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique et à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de formation du personnel de la santé animale sur le transport sécurisé des échantillons biologiques d'une importance capitale dans l'économie. L'élevage contribue à améliorer de façon significative la sécurité alimentaire au Niger, d'où la tenue de cet atelier. Chemila Amadou et Bachir Rab. Cet atelier national de renforcement des capacités sur les transports sécurisés des échantillons biologiques vient appuyer les agents du service officiel de contrôle, les agents du laboratoire central de l'élevage et ceux du réseau d'épidémiosurveillance. Il a pour but de sécuriser le secteur de l'élevage, un des leviers de notre économie, et contribue à améliorer de manière prépondérante la sécurité alimentaire et les revenus des populations. Ce secteur important est confronté à de nombreux défis qui entravent gravement l'amélioration de sa production et de sa productivité. Et parmi ces contraintes, on peut citer les maladies animales qui sont considérées comme les principaux facteurs qui découragent donc les investissements dans le secteur et dans la production animale. La plupart de ces maladies sont également des zoonoses, c'est-à-dire des maladies infectieuses transmissibles des animaux sauvages et domestiques à l'homme et vice-versa, et qui ont donc un impact négatif potentiel sur la santé publique, en sus des dégâts qu'elles peuvent causer sur la sécurité alimentaire et sur les revenus des éleveurs. Cette rencontre, appuyée par les partenaires techniques et financiers, vise à renforcer les capacités des cadres de l'élevage en matière de prévention, de détection et de contrôle des maladies animales, y compris les zoonoses. Sur la même lancée, la réalisation, le conditionnement et le transport dans des conditions sécurisées de produits biologiques constituent un maillon important de ce dispositif de veille sanitaire. Autant d'opportunités qui justifient l'organisation de cet atelier. Notre contribution dans le cadre de cette formation est assez importante parce que tout simplement, nous sommes avec des cadres qui sont aguerris dans cette activité. Et ces cadres, nous seront d'un appoint très important. Ce n'est pas une formation en tant que telle, mais c'est beaucoup plus un échange. Il y a beaucoup de cadres de terrain qui sont là, qui ont l'habitude de faire des prélèvements, qui ont l'habitude d'envoyer des prélèvements. Il s'agit juste de renforcer les capacités et de faire des échanges afin que nous profitons au maximum de cette activité. La FAO n'est pas à son premier essai. Ça fait bientôt, en tout cas depuis l'ouverture hectare, ça fait au moins 3 importantes activités qui ont eu lieu, en tout cas rien qu'au niveau du laboratoire central de l'élevage. À travers ces formations, il s'agit de réduire au maximum les risques de contamination et de diffusion de pathogènes, surtout que les foyers des maladies ont été enregistrés récemment à Niamey et à Zender et dans la sous-région ouest africaine. Des précautions qui s'imposent vis-à-vis de ces maladies qui impactent la santé et les productions animales. Une rupture de jeûne suivie de prières collectives ont été organisées hier soir à Myria, dans la région de Zender, par le député national Lawal Zabey au profit de la communauté musulmane. Compte rendu Harit Rosa et Maman Ousmane. Le mois de Ramadan est un mois béni, un mois de pardon, de recueillement et de solidarité. C'est dans ce cadre que le député national de Lawal Zabey a organisé cette rupture de jeûne et de prières collectives. Ainsi, la mosquée de Bilmari, dans la ville de Myria, a constitué le coup d'envoi d'une série de ruptures et de prières collectives initiées par le député national. Nous sommes, comme vous le savez, dans un mois béni de Ramadan, un mois pour lequel il faut multiplier les bonnes œuvres, un mois pour lequel il faut intensifier les actes de bienfaisance. À ma qualité de député, donc de ce terroir, donc j'ai eu cette initiative
d'aller en direction de cette population, notamment en allant vers les grandes mosquées, où nous avons fait un programme qui nous a permis de recenser 10 grandes mosquées dans la ville de Myria. Et aujourd'hui, nous venons de faire le coup d'envoi. On a fait le lancement au niveau de la grande mosquée de Bilmari. Donc, au niveau de cette mosquée, nous avons organisé cette rupture, venir proche de sa population, vraiment faire ces actes de bienfaisance et en même temps profiter pour prier pour notre cher pays, pour que Dieu, en tout cas, protège notre peuple, pour que Dieu nous fasse vraiment descendre sa miséricorde et sa bonté. Une activité rehaussée par la présence du préfet de Myria, le représentant du chef de canton de Myria et plusieurs invités. Au cours de cette rencontre, le préfet de Myria, Siri Mohamed, au nom de la population, a remercié le député national Léo Lizabey pour cette initiative combien louable qui mérite d'être un exemple à suivre par les bonnes volontés qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des biens de solidarité entre la communauté islamique. Pour sa part, le représentant de l'honorable chef de canton de Myriam s'est dit réjoui de cet acte combien important dans ce mois béni de Ramadan. Enfin, le député national Léo Lizabey entend poursuivre cette œuvre de bienfaisance qui touchera les grandes mosquées installées dans la ville de Myriam, ceci jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Le programme de cohésion communautaire au Niger, PCCN, en collaboration avec l'OIM, a organisé hier à Tillabéri une séance de rupture collective de jeunes à l'intention de responsables régionaux pour une cohésion sociale et une paix à Tillabéri. Compte rendu, Karanta Ibrahim Seni et Ousmane Sani Abdou. C'est désormais une tradition bien établie au programme communautaire pour une cohésion sociale PCCN, charpenté par l'OIM, d'organiser à chaque Ramadan une rupture collective pour renforcer la paix et la cohésion sociale au sein des différentes couches socio-professionnelles. Aujourd'hui, avec les responsables régionaux à leur tête, le secrétaire général de la région, Kimbo Moumouni Seydou. C'est le fruit de la très bonne collaboration entre l'OIM, PCCN et le gouvernorat de la région, n'est-ce pas, de Tillabéri. Aujourd'hui, à travers cette rencontre publique, nous témoignons justement du grand intérêt que l'OIM, au-delà de l'aspect cohésion communautaire, au-delà de l'aspect paix, est aussi en train d'œuvrer aujourd'hui dans le cadre de la religion. Donc, ce iftar, cette rupture collective qui a été initiée par les deux structures, je veux dire le gouvernorat de Tillabéri et le PCCN, justement, cadrent parfaitement avec ces 10 derniers jours. S'appuyer sur la religion pour des objectifs de paix et de cohésion sociale pour le PCCN, l'occasion était celle de pensées pieuses aux victimes du terrorisme pour les autorités régionales à travers le secrétaire général de la région. Nous souhaitons une bonne rupture, n'est-ce pas, de jeunes. Nous demandons qu'on mette à profit cette rupture pour prier au nom de la paix pour le Niger et au nom de la paix pour la région de Tillabéri. Et aujourd'hui, nous demandons aussi particulièrement de prier pour nos morts civils et nos morts militaires qui ont été victimes malheureusement de la barbarie humaine. Dans la pénombre du Maghreb, chaque invité, après un repas copieux, s'est vu offrir un lot de sucre, aliment très prisé en cette période de privation. Lancement ce matin d'un projet dénommé Filles autonomisées, choix éclairé, financé par Oxfam et l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. C'est le préfet du département de Saï qui a procédé au lancement des travaux de cet atelier. Pascal Sessou Gauthier, Saadou Inoua Ali. Au Niger, la situation de certaines femmes et filles reste et demeure de plus en plus inquiétante. C'est d'ailleurs ce qui a conduit Oxfam et l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales dans le département de Saï pour la mise en œuvre d'un projet pilote dénommé Filles autonomisées, choix éclairé, FAS. Ce projet consiste à mettre en place des mécanismes permettant de minimiser, voire éradiquer les formes de violence faites aux femmes, mieux prendre en compte leurs aspirations et surtout
leurs besoins. Le projet FES vise à élargir le choix de vie des filles pour satisfaire leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. FES consiste à organiser et à renforcer les filles à travers leurs mouvements afin de développer un leadership transformationnel susceptible de les engager durablement dans la recherche de solutions à leurs besoins pratiques et stratégiques en matière de compétences de vie économique et entrepreneuriale. FES se focalise sur 3 axes stratégiques qui sont le renforcement de l'action des filles, la création d'opportunités viables par et pour les filles, les engagements de normes sociales et du genre. Cette initiative d'Oxfam et l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales est bien appréciée par le premier responsable de cette localité qui d'ailleurs estime que les objectifs escomptés seront atteints. L'autonomisation dont le projet FAS en fait un axe majeur et déjà un début de figure parmi les moyens les plus efficaces à apporter dans les éléments de réponse auxquels elles souscrivent. Je ne doute en un point douté que cette initiative marquera et renforcera notre engagement et notre volonté à donner aux jeunes le sens des responsabilités et l'esprit du citoyen. Malgré les efforts consentis par l'État du Niger et les différents partenaires œuvrant dans ce secteur, il serait toujours opportun d'envisager encore des réponses intéressantes afin que les jeunes filles en particulier et les femmes en général soient désormais bien comprises. Le groupe Coris Bank International Niger vient de lancer officiellement son nouveau produit dit Finance Islamique. Ce dernier permettra au groupe Coris Bank de donner une alternative aux musulmans qui sont à la recherche de services financiers conformes aux principes islamiques. Maria Maketa, Hassan Moussa. Servir et donner satisfaction à ses clients et partenaires avec des offres de produits et services innovants de qualité, c'est à cet exercice que Coris Bank International Succursale s'est attelé depuis décembre 2019, date des activités de sa filiale nigérienne. Et c'est dans cette optique que Coris Bank International fait découvrir son nouveau produit Finance Islamique avec le lancement des activités de l'agence dédiée à la finance islamique dénommée Coris Bank International Baraka, une solution de financement islamique. C'est conformément à la vision du groupe Coris. Ensuite, conformément à notre plan de développement, conformément à l'engagement que nous avons pris en nous implantant au Niger, de toujours offrir des services innovants à notre clientèle. Et donc le lancement de cette branche islamique de Coris Bank International Niger aujourd'hui répond aussi d'autre part à une préoccupation majeure des autorités de tutelle par rapport donc à l'inclusion financière des populations. Quand on sait que le taux de bancarisation au Niger est dans la moyenne de 6% et donc reste le plus faible de la sous-région. Donc c'est notre manière aussi de contribuer aux efforts et aux actions d'inclusion financière des populations. L'introduction des produits de finance islamique permettra aux musulmans d'accéder à des services financiers conformes aux principes islamiques et aux non-musulmans les avantages offerts. Le consultant en finance islamique Dr Hima Seni a dans un exposé présenté le rôle du comité Sharia. Pour le représentant du directeur national de la BCAO pour le Niger, Adam Mele, il s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet, dont la rédaction de la majeure partie des textes relatifs à la création de cet ambitieux projet a été confiée à son institution. Coris Bank International Baraka apportera toutes les réponses aux préoccupations des clients liées au financement selon les règles et principes de la finance islamique qui régissent toute la filière groupe Coris Bank International, a précisé Hajia Souré, Sylvie Sali Compaoré, directrice du groupe Coris Bank International. Précisons que l'agence Baraka est située au quartier Yantala, rond-point Gadafawa, derrière la station Total.
Lancement officiel ce matin à Dosso des activités de l'ONG Mourna Mata suivi d'une remise de témoignages de satisfaction aux femmes leaders de la région de Dosso pour services rendus à la nation. La cérémonie a été placée sous la présidence du secrétaire général de la région, Ali Hashimou et Moussa Namewa. Depuis sa création en 2008, c'est un rappel, l'ONG Mourna Mata, la joie de la femme, dira la présidente de l'ONG, Mme Mariama Tijani, intervient dans plusieurs domaines de la vie socio-économique, notamment la bonne gouvernance, le genre, le leadership, la santé de la reproduction, les AGR, la prévention de la malnutrition, la communication non violente et l'hygiène environnementale, avant de s'appesantir ici sur l'objet même de cette présente cérémonie. La présente activité qui nous réunit aujourd'hui, la première ici à Dosso par l'ONG Mourna Mata, est son activité phare qui est de faire un plaidoyer pour le bien-être et la résilience des personnes vulnérables, entre autres les orphelins, les jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, les femmes et les personnes âgées. Cependant, nous avons mis les relais pour cette même cause au niveau de la direction régionale de la protection de l'enfant et de la promotion de la femme. Le secrétaire général du gouvernorat de Dosso s'est réjoui du choix porté à la région de Dosso pour le lancement des activités de l'ONG Mourna Mata, puis rassurer la présidente de toute sa disponibilité pour les accompagner. Je voudrais me réjouir de l'arrivée de cette ONG dans notre région et je lui garantis, nous serons prêts à les accompagner, d'abord par notre disponibilité à partir d'aujourd'hui, mais ce qui suit, nous serons prêts aussi à les accompagner tout au long de leur période d'activité. Cette cérémonie est couronnée par la remise officielle de témoignages de satisfaction aux femmes leaders de Dosso qui se sont bien distinguées dans l'accomplissement des tâches confiées à elles et surtout aux services rendus à la région. Il s'agit entre autres de l'épouse du sultan Hajia Memouna, présidente de l'ONG Doubani, Mme Badarou Mariama, directrice régionale de la promotion de la femme et la protection de l'enfant, Mme Hassia Abdou Orten Dosso et Mme Batoure Aja Assia, enceinte à la retraite, qui ne cache pas du tout son sentiment de profonde satisfaction. Ce témoignage me bat droit au cœur, puisque c'est un témoignage que j'attendais depuis longtemps. Vraiment, je suis très très ravi, c'est une joie pour moi. Et on a dit l'ONG Mourna Mata, donc on connaît Mourna Tati. Auparavant, la présidente de l'ONG Mourna Mata a offert des kits alimentaires aux enfants orphelins de Dosso, échangé avec les femmes relais et enfin effectué une visite de courtoisie au sultan de Dosso, son Altesse Germain Komedanda Sédou, à qui elle a fait un cadeau symbolique.